Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Notre cœur de Guy de Maupassant. C'est son sixième et dernier roman. L'histoire de Madame de Burn, cette femme du monde sans cœur, froide, dont Monsieur Mariol tombe amoureux. Et je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Il marchait à côté d'elle, sans trouver rien à lui dire. Et le frôlement de sa robe, le coudoiement parfois de son bras, la rencontre si parlante de leurs regards, l'anéantissaient complètement, comme s'ils eussent tué en lui sa personnalité d'homme. Il se sentait soudain détruit par le contact de cette femme, absorbé par elle jusqu'à n'être plus rien. Rien qu'un désir, rien qu'un appel, rien qu'une adoration. Elle avait supprimé tout son être ancien, comme on flambe une lettre. Elle vit bien, elle comprit cette absolue victoire, et vibrante, et touchée, plus vivante aussi, dans cet air de campagne et de mer plein de rayons et de sève. Elle lui dit, en ne le regardant point, « Je suis si contente de vous voir. » Tout de suite, elle ajouta, « Combien restez-vous de temps ici ?» Il répondit, « 2 jours, si aujourd'hui peut compter pour 1 jour. » Puis, se tournant vers la tante, « Est-ce que Madame Valsassi consentirait à me faire l'honneur de venir passer la journée de demain au Mont-Saint-Michel avec son mari ?» Madame de Burn répondit pour sa parente, « Je ne lui permettrai pas de refuser, puisque nous avons la chance de vous rencontrer ici. » La femme de l'ingénieur ajouta, « Oui, monsieur, j'y consens bien volontiers à la condition que vous dînerez chez moi ce soir. » Il salua en acceptant. Soudain ce fut en lui une joie délirante, une de ces joies qui vous saisissent quand on reçoit la nouvelle de ce qu'on a le plus espéré. Qu'avait-il obtenu? Qu'était-il arrivé de nouveau dans sa vie? Rien. Et pourtant il se sentait soulevé par l'ivresse d'un indéfinissable pressentiment. Ils se promenèrent longtemps sur cette terrasse, attendant que le soleil disparût, pour voir jusqu'à la fin se dessiner sur l'horizon de feu l'ombre noire et dentelée du mont. Ils causaient à présent de choses simples, répétant tout ce qu'on peut dire devant une étrangère et se regardant par moments. Puis on rentra dans la villa, bâtie, à la sortie d'Avranches, au milieu d'un beau jardin dominant la baie. Voulant être discret, un peu troublé d'ailleurs par l'attitude froide et presque hostile de M. de Pradon, Mariol s'en alla de bonne heure. Quand il prit pour les porter à sa bouche les doigts de Madame de Burn, elle lui dit 2 fois de suite, avec un accent bizarre, « À demain, à demain. » Dès qu'il fut parti, M. et Madame Valsassi, qui avaient depuis longtemps des habitudes provinciales, proposèrent de se coucher. « Allez, dit Madame de Burn, moi je fais un tour dans le jardin. » Son père ajouta, « Et moi aussi. » Elle sortit, enveloppée d'un châle, et ils se mirent à marcher côte à côte sur le sable blanc des allées que la pleine lune éclairait, comme les petites rivières sinueuses à travers les gazons et les massifs. Après un long silence, Monsieur de Pradon dit presque à voix basse, « Ma chère enfant, tu me rendras cette justice que je ne t'ai donné de conseil. » Elle le sentait venir, et prête à cette attaque, « Je vous demande pardon, papa. Vous m'en avez donné au moins un. » « Moi ? Oui. » « Un conseil relatif à ton existence ? » « Oui. » « Et même un très mauvais ? » « Aussi, je suis bien décidée, si vous m'en donnez d'autres, à ne pas les suivre. » « Quel conseil t'ai-je donné ? » ?»« Celui d'épouser Monsieur de Burn, ce qui prouve que vous manquez de jugement, de clairvoyance, de la connaissance des hommes en général et de la connaissance de votre fille en particulier. » Il se tut quelques instants, un peu surpris et embarrassé. Puis, lentement, « Oh oui, je me suis trompée ce jour-là. Mais je suis sûre de ne pas me tromper dans la vie très paternelle que je te dois aujourd'hui. Dites toujours, j'en prendrai ce qu'il faudra. Tu es sur le point de te compromettre. »
Elle se mit à rire, d'un rire trop vif et complétant sa pensée. Avec monsieur Mariol, sans doute. Avec monsieur Mariol. Vous oubliez, reprit-elle, que je me suis compromise déjà avec monsieur Georges de Maltry, avec monsieur Massival, avec monsieur Gaston de Lamarque, avec 10 autres, dont vous avez été jaloux, car je ne peux pas trouver un homme gentil et dévoué sans que toute ma troupe se mette en fureur. Vous, le premier. Vous que la nature m'a donné comme père noble et régisseur général. Il répondit vivement. Non, non. Tu ne t'es jamais compromise avec personne. Tu apportes au contraire dans tes relations avec tes amis beaucoup de tact. Elle reprit crânement. Mon cher papa, je ne suis plus une petite fille et je vous promets que je ne me compromettrai pas davantage avec monsieur Mariol qu'avec les autres. Ne craignez rien. J'avoue cependant que c'est moi qui l'ai prié de venir ici. Je le trouve charmant, aussi intelligent et bien moins égoïste que les anciens. C'était également votre avis jusqu'au jour où vous avez cru découvrir que je le préférais un peu. Oh, vous n'êtes pas si malin que ça. Je vous connais aussi, et je vous en raconterais long si je voulais. Donc monsieur Mariol me plaisant, je me suis dit qu'il serait fort agréable de faire par hasard avec lui une belle excursion, qu'il est stupide de se priver quand on ne court aucun danger, de tout ce qui peut nous amuser. Et je ne cours aucun danger de me compromettre puisque vous êtes là. Elle riait franchement, à présent, sachant bien que chaque parole portait, qu'elle le tenait entravé par ce soupçon jeté de jalousie un peu suspecte flairé en lui depuis longtemps. Et elle s'amusait de cette découverte, avec une coquetterie secrète, inavouable et hardie. Il se taisait, gêné, mécontent, irrité, sentant aussi qu'elle devinait au fond de sa paternelle sollicitude une mystérieuse rancune dont il ne voulait pas lui-même connaître l'origine. Elle ajouta « Ne craignez rien. Il est tout naturel de faire en cette saison une promenade au Mont-Saint-Michel avec mon oncle, ma tante, vous, mon père et un ami. On ne le saura pas d'ailleurs. Et si on le sait, personne n'y peut trouver rien à redire. Quand nous serons de retour à Paris, je ferai rentrer cet ami dans les rangs avec les autres. Soit, reprit-il, mettons que je n'ai pas parlé. Ils firent encore quelques pas. Monsieur de Pradon demanda. Revenons-nous à la maison ? Je suis fatiguée, je vais me coucher. Non, moi je me promène encore un peu. La nuit est si belle. Il murmura avec des intentions. Ne t'éloigne pas, on ne sait jamais quels gens on peut rencontrer. Oh, je reste sous les fenêtres. Alors adieu, ma chère enfant. Il la baisa rapidement sur le front et rentra. Elle alla s'asseoir plus loin sur un petit banc rustique, planté en terre au pied d'un chêne. La nuit était chaude, pleine d'exhalaisons des champs, d'effluves de la mer et de clarté brumeuse, car sous la lune épanouie en plein ciel, la baie s'était voilée de vapeur. Elle rampait, comme de blanches fumées, et cachait la dune, que la marée montante devait à présent couvrir. Michel de Burne, les mains croisées sur ses genoux, les yeux au loin, cherchait à voir dans son âme, à travers un brouillard impénétrable et pâle comme celui des sables. Combien de fois déjà dans son cabinet de toilette à Paris, assise ainsi devant sa glace, elle s'était demandé « Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que j'espère, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis ?» À côté du plaisir d'être elle et du besoin profond de plaire, dont elle jouissait vraiment beaucoup, elle ne s'était jamais sentie au cœur autre chose que des curiosités vite éteintes. Elle ne s'ignorait point d'ailleurs, ayant trop l'habitude de regarder et d'étudier son visage et toute sa personne pour ne pas observer aussi son âme. Jusqu'alors, elle avait pris son parti de ce vague intérêt pour tout ce qui émeut les autres, impuissant à la passionner, capable au plus de la distraire. Et cependant, chaque fois qu'elle avait senti naître en elle le souci intime de quelqu'un, chaque fois qu'une rivale lui disputant un homme auquel elle tenait et surexcitant ses instincts de femme avait fait brûler en ses veines un peu de fièvre d'attachement, elle avait trouvé à ses faux départs de l'amour, une émotion bien plus ardente que le seul plaisir du succès. Mais cela ne durait
Mais cela ne durait jamais. Pourquoi? Elle se fatiguait, elle se dégoûtait, elle voyait trop clair peut-être. Tout ce qui lui avait plu d'abord dans un homme, tout ce qui l'avait animée, agitée, émue, séduite, lui paraissait bientôt connu, défloré, banal. Tous ils se ressemblaient trop sans être jamais pareils, et aucun d'eux encore ne lui avait paru doué de la nature et des qualités qu'il fallait pour la tenir longtemps en éveil et lancer son cœur dans un amour. Pourquoi cela? Était-ce leur faute à eux ou bien sa faute à elle? Manquait-il de ce qu'elle attendait ou bien manquait-elle de ce qui fait qu'on aime? Aime-t-on parce qu'on rencontre une fois un être qu'on croit vraiment créé pour soi? Ou bien aime-t-on simplement parce qu'on est né avec la faculté d'aimer? Il lui semblait par moments que le cœur de tout le monde doit avoir des bras comme le corps, des bras tendres et tendus qui attirent, étreignent et enlacent, et que le sien était manchot. Il avait seulement des yeux, son cœur. On voyait souvent des hommes supérieurs devenir éperdument amoureux de filles indignes d'eux, sans esprit, sans valeur, parfois même sans beauté. Pourquoi? Comment, quel mystère? Ce n'était donc pas seulement à une rencontre providentielle qu'était due cette crise des êtres, mais à une sorte de germe qu'on porte en soi et qui se développe tout à coup. Elle avait écouté des confidences, elle avait surpris des secrets, elle avait même vu, de ses yeux, la transfiguration subite venue de cette ivresse éclatant dans une âme, et elle y avait songé beaucoup. Dans le monde, dans le train-train courant des visites, des potins, de toutes les petites bêtises dont on s'amuse, dont on occupe les riches désœuvrements, elle avait découvert parfois, avec une surprise envieuse, jalouse et presque incrédule, des êtres, des femmes, des hommes en qui quelque chose d'extraordinaire sans aucun doute s'était produit. Cela ne se voyait point d'une façon manifeste, éclatante, mais avec son flair inquiet elle le sentait, elle devinait. Sur leurs visages, dans leurs sourires, dans leurs yeux surtout, quelque chose d'inexprimable, de ravi, de délicieusement heureux apparaissait. Une joie de l'âme répandue dans tout le corps lui-même, illuminant la chair et le regard. Sans savoir pourquoi, elle leur en voulait. Les amoureux l'avaient toujours fâchée, et elle qualifiait en elle-même le dédain, de dédain cette irritation sourde et profonde que lui inspiraient les gens dont le cœur battait de passion. Elle les reconnaissait, croyait-elle, avec une promptitude et une sûreté de pénétration exceptionnelle. Souvent, en effet, elle avait flairé et dévoilé des liaisons avant que dans la société on les eût encore soupçonnées. Quand elle songeait à cela, à cette folie tendre où pouvait nous jeter l'existence voisine d'un autre être, sa vue, sa parole, sa pensée, le je ne sais quoi de l'intime personne dans notre cœur devient éperdument troublé, elle s'en jugeait incapable. Et cependant, que de fois, lasse de tout, rêvant à d'inexprimables désirs, tourmentée par cette harcelante envie de changement et d'inconnu qui n'était peut-être que l'agitation obscure d'une indéfinie recherche d'affection, elle avait souhaité avec une honte secrète, née dans son orgueil, de rencontrer un homme qui la jetterait. Ne fût-ce que pendant quelque temps, quelques mois, dans cette surexcitation ensorcelante de toute la pensée et de tout le corps. Car la vie, en ces périodes d'émotion, devait prendre un étrange extrait d'extase et d'ivresse. Non seulement elle avait souhaité cette rencontre, mais elle l'avait même un peu cherchée. Rien qu'un peu. Avec cette activité indolente qui ne s'arrêtait longtemps à rien. En tous ces commencements d'entraînement vers les hommes qualifiés supérieurs qui l'avaient ébloui durant quelques semaines, c'était toujours en des déceptions irrémédiables que sa courte effervescence de cœur était morte. Elle attendait trop de leur valeur, de leur nature, de leur caractère, de leur délicatesse, de leur qualité. Avec chacun d'eux, elle en avait été toujours réduite à constater que les défauts des hommes éminents sont souvent plus saillants que leurs mérites, que le talent est un don spécial, comme
une bonne vue et un bon estomac, un don de cabinet de travail, un don isolé sans rapport avec l'ensemble des agréments personnels qui rendent cordiales ou attrayantes les relations. Mais depuis qu'elle avait rencontré Mariole, autre chose l'attachait à lui. L'aimait-elle cependant? L'aimait-elle d'amour? Sans prestige, sans notoriété, il l'avait conquise par son affection, par sa tendresse, par son intelligence, par toutes les véritables et simples attractions de sa personne. Il l'avait conquise, car elle pensait à lui sans cesse. Sans cesse, elle désirait sa présence. Aucun être au monde ne lui était plus agréable, plus sympathique, plus indispensable. Était-ce de l'amour, cela? Elle ne se sentait point à l'âme cette flamme dont tout le monde parle, mais elle s'y sentait pour la première fois une envie sincère d'être pour cet homme quelque chose de plus qu'une amie séduisante. L'aimait-elle? Pour aimer, faut-il qu'un être apparaisse rempli d'exceptionnelles attirances, différent et au-dessus de tous, dans l'auréole que le cœur allume autour de ses préférés, ou suffit-il qu'il vous plaise beaucoup, qu'il vous plaise à ne pouvoir presque plus se passer de lui? En ce cas, elle l'aimait, ou du moins elle était bien près de l'aimer. Après y avoir réfléchi profondément, avec une attention aiguë, elle se répondit enfin « Oui, je l'aime, mais je manque d'élan. C'est la faute de ma nature. » De l'élan, elle s'en était pourtant sentie un peu tout à l'heure, en le voyant venir à elle sur cette terrasse du jardin d'Avranches. Pour la première fois, elle avait senti ce quelque chose d'inexprimable qui nous porte, qui nous pousse, qui nous jette vers quelqu'un. Elle avait éprouvé un grand plaisir à marcher près de lui, à l'avoir près d'elle, brûlée d'amour pour elle, en regardant descendre le soleil derrière l'ombre du mont Saint-Michel, pareil à une vision de légende. L'amour lui-même n'était-il pas une espèce de légende des âmes, à laquelle les uns croient par instinct, à laquelle les autres, à force d'y songer, finissent par croire aussi quelquefois? Allait-elle finir par y croire? Elle avait éprouvé une envie molle et bizarre d'appuyer sa tête sur l'épaule de cet homme, d'être plus près de lui, de chercher ce tout près qu'on ne trouve jamais, de lui donner ce qu'on offre en vain à ce qu'on garde toujours, la secrète intimité de soi. Oui, elle avait eu de l'élan vers lui, et elle en avait encore en ce moment, au fond du cœur. Il lui suffirait d'y céder, peut-être, pour que cela devînt de l'entraînement. Elle résistait trop, elle raisonnait trop, elle combattait trop le charme des gens. Ne serait-il pas doux, en un soir semblable à celui de se promener avec lui le long des saules de la rivière et, pour payer toute sa passion, de lui offrir de temps en temps ses lèvres? Une fenêtre de la villa s'ouvrit. Elle tourna la tête. C'était son père qui cherchait sans doute à la voir. Elle lui cria « Vous ne dormez donc pas ?» Il répondit « Si tu ne rentres point, tu vas prendre froid. » Alors elle se leva et revint vers la maison. Puis, quand elle fut dans sa chambre, elle souleva encore ses rideaux pour regarder les vapeurs de la baie de plus en plus blanches sous la lune, et dans son cœur aussi, il lui semblait que les brumes venaient de s'éclairer sous un lever de tendresse. Elle dormit bien, cependant, et ce fut la femme de chambre qui la réveilla, car on devait partir tôt pour déjeuner au Mont. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.